Non, c'est juste ce film, vous voyez. Quand dans le faux grain au début il est méchant, mais après en fait il est gentil. C'est beau, putain. Vous pleurez devant Expendables? Ouais. Comme toute personne unie d'un cœur, j'imagine. Salut à tous les amis, c'est Mr. Fox. Aujourd'hui je voudrais vous parler d'un sujet dont je voulais vous parler depuis un bon moment et je savais pas trop comment l'aborder. Et là il se trouve qu'il y a un film qui est sorti et qui va parfaitement m'aider à rentrer dans le sujet, c'est Coco, le dernier film des studios Pixar qui est sorti en novembre dernier. Alors je suis allé le voir, j'ai vu beaucoup de gens aller le voir et donner leur ressenti sur les réseaux sociaux, même aujourd'hui parce que les Pixar restent longtemps à l'affiche. Et je vois beaucoup de gens dans ma timeline, sur Facebook, même sur Insta, même sur des forums. Je vois beaucoup de gens avouer, confesser, parfois même avec fierté, oui, j'ai pleuré devant Coco. Des messages parfois un peu cyniques, parfois un peu voilà, mais qui avouent toujours ce fait-là. Je sors de Coco et je suis en larmes. Pourquoi j'ai le visage aussi humide? Parce que je sors de Coco. Bref, je vois beaucoup de gens qui avouent pleurer devant Coco. Et majoritairement des hommes. Et il me semble que c'est assez nouveau ça. Alors évidemment c'est pas nouveau de pleurer au cinéma, je pense qu'on pleure au cinéma quasiment depuis que le cinéma existe. Je pense que déjà le public des années 40 pleurait devant La vie est belle de Frank Capra, et je cite ce film parce que c'est le plus vieux que je connaisse qui me fait pleurer, mais je suis sûr qu'il y a des films dans les années 20 et 30 qui faisaient pleurer dans les chaumières. Et évidemment que un spectateur peut pleurer devant un film, c'est une image répandue. Mais on a plus souvent à l'esprit l'image de l'enfant qui pleure, par exemple devant la mort de Bambi ou de Mufasa, c'est des images populaires très connues, ou alors la fille qui pleure, la fille avec son gros pot de crème glacée, en larmes devant une comédie romantique, ça c'est un vieux clicheton populaire qui circule pas mal. Mais pour les hommes, beaucoup moins. C'est beaucoup plus récent, j'ai l'impression. Je vous dis ça parce que, il y a pas très longtemps, j'ai revu un bonus sur le Blu-ray du film Titanic, et on voyait James Cameron expliquer qu'il avait reçu à l'époque de la sortie du film des lettres et des témoignages, des gens qui étaient venus lui parler, et lui dire, écoutez James, j'aime beaucoup votre film, Titanic c'est super, c'est vachement bien, mais je suis embêté, parce que le film m'a fait pleurer. Et je suis le père de famille, et j'ai pleuré devant mes enfants et ma femme, et je peux pas me le permettre, et je suis mal à l'aise, ça me gêne vis-à-vis de ma famille, et ça m'embête, et vous m'embêtez, monsieur James Cameron. Ouais. Et attention, là, je vous parle de Titanic. Titanic, ça date de 97. Ça date pas des années 40, ça date pas du Vietnam, ça date même pas de l'époque Reagan. Là, on est dans du moderne. C'était il y a à peine plus de 20 ans. Donc ouais, les choses ont assez vite évolué, j'ai l'impression. J'ai l'impression que vraiment, aujourd'hui, c'est courant, c'est admis. Alors, pas forcément partout, tout le temps, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on peut avouer, pleurer devant Coco, sans passer pour un faible, sans passer pour un nul, sans passer pour une fille, parce que c'est quand même un héritage du modèle patriarcal qui nous a collé au cul pendant très longtemps, et qui, je pense, continue de coller au cul dans certains milieux. Ce vieux clicheton qui dit qu'un homme, ça pleure pas. Vous avez sans doute entendu cette phrase au cinoche, ou même peut-être au sein de votre famille, quelqu'un qui dit, non, quand on est un mec, on pleure pas, même quand on a mal, même quand on est à un enterrement, on pleure pas, on retient ses larmes, parce que pleurer, c'est montrer qu'on est faible, qu'on est une fiotte, qu'on est une fille, et non, un homme, ça doit rester fort dans les moments difficiles, ça doit pas pleurer. Ce qui est complètement con, évidemment. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai envie de revenir un petit peu sur pourquoi on pleure au cinéma, et de vous parler aussi un petit peu de mes coups de pleurs personnels, des coups de cœur, mais des pleurs, des coups de pleurs personnels. Bref, j'ai envie qu'on chiale tous ensemble, sortez un paquet de mouchoirs, on va parler de pleurer au cinéma. Pourquoi on pleure au cinéma? D'abord parce que, de manière générale, psychologiquement, physiologiquement, pleurer, c'est une bonne chose. Je pense que c'est quelque chose qu'on a fini par comprendre avec le temps. Pleurer, ça fait du bien. On a souvent entendu la phrase un peu bateau, pleure un bon coup, ça ira mieux. Et ben c'est vrai, c'est totalement vrai. Pleurer, ça libère une pression, ça libère ses angoisses, ça libère son anxiété, ça permet d'aller mieux de manière générale et de progresser, d'aller de l'avant. Et quelqu'un qui retient ses larmes, qui se retient de pleurer, il y a plusieurs études qui l'ont montré, je mettrai des liens dans la description, c'est des gens qui sont plus facilement
facilement sujet à la dépression, à l'anxiété, aux crises d'angoisse, etc. Clairement, pleurer, c'est quelque chose qui fait progresser. Et le film Vice Versa, justement encore un Pixar, nous l'explique très bien dans une scène où Bing Bong est tout triste d'avoir perdu sa fusée à chansons. Et on voit dans cette scène que Bing Bong reste totalement impassible à Joie qui essaye d'égayer sa vie avec cette joie superficielle, artificielle, qui ne soigne pas le mal-être profond au final. Et d'un autre côté, on a Tristesse à qui il se confie, auprès de qui il pleure, et après effectivement ça va mieux et ils peuvent aller de l'avant. Donc ça évidemment c'est l'effet positif général du fait de pleurer, de manière globale. Mais pour pleurer au cinéma, d'abord pleurer devant un film c'est évidemment un moyen d'exorciser quelque chose qu'on n'arriverait peut-être pas forcément à faire tout seul. Je veux dire, ça nous arrive assez rarement, à moins d'aller mal, de pleurer, d'éclater en sanglots tout seul chez soi. C'est bien qu'il y ait un élément déclencheur, c'est bien qu'il y ait quelque chose qui nous permette d'évacuer ce quelque chose sur lequel on n'arrive pas forcément à mettre le doigt. Alors on peut en discuter avec ses proches, évidemment ça aide, on peut en parler à un psy, mais pleurer devant un film ça peut aussi être bénéfique parce que ça nous confronte aux mêmes angoisses auxquelles est confronté le héros d'un film qui, parfois, pas toujours mais parfois, sont universels et peuvent un petit peu toucher tout le monde, et ça on en reparlera tout à l'heure avec Coco. Alors on peut pleurer de différentes manières devant un film, on peut pleurer tout simplement parce que le film est beau, techniquement, artistiquement, graphiquement, on peut pleurer parce qu'on trouve le film beau. Il y aura toujours des ricaneurs pour dire « Oh là là, il pleure devant une peinture, il pleure en écoutant une musique, etc. » Pourtant c'est pas si absurde, on peut être touché par la perfection qu'on ressent quand on écoute ou quand on regarde une œuvre. On a beaucoup ricané, on s'est beaucoup moqué, et moi le premier, de Durandal qui pleure devant Lucie. Mais peut-être tout simplement que Lucie correspond pour Durandal à l'idée qu'il se fait de la perfection graphique, émotionnelle, musicale, enfin bref, tout ce qui l'attend du cinéma. Peut-être qu'il retrouve dans Lucie ce qui le touche dans l'art. Moi-même, je l'avoue, j'ai pleuré devant certains passages de films, pas parce qu'ils étaient émouvants, il y avait certains passages de ce film qui étaient émouvants, mais j'ai pleuré parfois simplement parce que c'était beau, c'était puissant, c'était fort. Le film que j'ai à l'esprit quand je vous dis ça, c'est Mad Max Fury Road. Alors, du coup, je vais spoiler un petit peu, et j'en profite pour dire que de manière générale, dans cette vidéo, on va spoiler pas mal de films, puisqu'on doit parler des choses qui nous émeuvent, et que généralement, c'est une surprise. Donc du coup, à chaque fois que je donnerai le titre d'un film, je vous laisserai 3 secondes, compterez jusqu'à 3, avant de quitter la vidéo. Voilà. Donc dans Mad Max Fury Road, 1, 2, 3, il y a ce plan où Furiosa découvre que la Terre verte qu'elle espérait atteindre n'existe plus. Et il y a ce plan où elle s'écroule, à genoux, dans le désert, seule. Ce plan, quand je le vois, j'ai toujours un peu la larme à l'œil. Vous connaissez peut-être la chaîne Every Frame a Painting, qu'on pourrait traduire par chaque plan est une peinture. Et ben, pour moi, Mad Max, c'est l'illustration parfaite de ça. Fury Road, vous pouvez prendre le fichier Blu-ray, le lire dans VLC, faire une capture d'écran à n'importe quel moment, ce sera un plan digne d'être encadré. Et le plan qui, selon moi, résume le mieux ça, c'est ce plan-là. Il est parfait, il est génial, et tout passe par ce plan qui est incroyable à tous les niveaux. Donc quand je vois ce plan, je pleure, pas seulement pour Furiosa et sa quête vouée à l'échec depuis le début, mais aussi parce que c'est beau. Ça représente ce que je trouve de profondément beau dans le cinéma. Donc évidemment, on peut se moquer de Durandal, et je pense que dans les commentaires, vous allez vous moquer de moi, parce que vous trouvez que Fury Road, au fond, c'est quand même un film un peu bébête et sans scénario, hein, bande d'abrutis. Comment perdre tous ses abonnés. Bref, tout ça pour dire qu'on peut pleurer devant un film simplement parce qu'on le trouve beau. Mais généralement, si on pleure au cinéma, c'est plutôt par empathie. C'est-à-dire qu'on arrive à se mettre à la place du personnage à qui il arrive des choses très positive ou très négative, et ça c'est un signe que le film est réussi. C'est un signe que le film est réussi parce que ça veut dire d'une part que le personnage est suffisamment bien interprété, qu'on a un comédien qui arrive à nous transmettre ses émotions. Ça veut dire aussi que le personnage est bien écrit, que ce qu'il fait semble cohérent et que il lui arrive des choses qui semblent logiques. Si le dénouement heureux sort de nulle part, on n'arrive pas à y croire. Et ça veut dire aussi que le film est bien réalisé.
parce que c'est pas le tout d'avoir un personnage émouvant et qu'il arrive des choses émouvantes, mais si on le filme à 50 mètres du personnage, aucune émotion ne transparaîtra. Il faut que le metteur en scène arrive à mettre en valeur ces moments-là. Et ce, sans être trop putassier, parce que c'est ça aussi le piège. Vous avez sans doute déjà entendu ce mot, cet adjectif tire-larme, qui est généralement péjoratif, qui est pour dire que le réalisateur, le metteur en scène, le scénariste ont visiblement tout fait, mis tous les moyens possibles et imaginables pour nous faire pleurer. Et voire même que c'est l'intérêt unique du film. Et généralement ça se voit. Selon moi, on peut faire un film sincère qui aborde plein de thématiques intéressantes et qui nous fait pleurer parce qu'au fond, ce qui arrive au personnage est émouvant, et totalement échouer à nous faire pleurer devant un film qui est fait pour. Parce que ce bonheur, ces retrouvailles ou cette perte d'un être cher est trop artificiel. Ne respire pas la sincérité. Ou alors c'est trop, c'est beaucoup trop, on n'arrive pas à y croire, ou alors notre cerveau n'arrive pas à faire de l'empathie parce qu'on se dit qu'on ne vivra jamais ce que ce pauvre personnage peut vivre. Moi récemment ça m'a fait ça sur La couleur pourpre de Steven Spielberg. Steven Spielberg qui est pourtant pas le dernier niveau pleurade, je pense qu'on a tous chialé devant La liste de Schindler, ou devant E.T., Spielberg c'est pas le dernier encore une fois, mais La couleur pourpre ça marche pas. La couleur pourpre en gros c'est l'histoire d'une jeune fille noire qui va avoir une bonne grosse vie de merde, c'est-à-dire que pendant, le film dure 2h30 je crois, pendant 2 heures il lui arrive que des emmerdes, mais genre les pires emmerdes que tu peux imaginer, et ce n'est que dans la dernière demi-heure qu'elle arrive enfin à se libérer de ses chaînes, à devenir une jeune femme émancipée, qu'elle arrive à se venger de ceux qui lui ont fait du mal, et non c'est trop, ça n'a pas marché sur moi. Parce que justement, cette histoire a été beaucoup trop horrible, ce qui arrivait au personnage était beaucoup trop affreux, et je n'arrivais pas à me mettre à sa place, je me disais juste, dis donc, elle a vraiment pas de bol cette dame. En fait, j'avais l'impression que Spielberg avait volontairement écrit les pires péripéties qui pouvaient arriver à une jeune fille noire. Et du coup, ça marchait pas. Pareil pour d'autres films qui pourtant ont fait pleurer d'autres gens, La Ligne Verte, American History X, c'est des films qui ne m'ont rien fait parce que je n'arrivais pas à y croire, je n'arrivais pas à me mettre à la place du personnage. Après, c'est peut-être aussi, et là on en arrive au troisième point, la troisième raison qui fait qu'on peut pleurer au cinéma, c'est peut-être aussi que ça n'a rien fait résonner chez moi. Parce que ça, c'est clairement un point qu'il faut pas négliger, c'est lié évidemment à l'empathie qu'on peut avoir pour un personnage, mais quand un personnage vit des choses qui peuvent nous arriver, ou qui font résonner quelque chose chez nous, évidemment, ça rend les choses beaucoup plus fortes. Je pense que si Coco a fait pleurer autant de gens, c'est aussi pour cette raison-là. Parce qu'au fond, qu'est-ce qui nous touche dans Coco? Et là, attention, je vais spoiler, 1, 2, 3, c'est cette grand-mère qui nous touche dans Coco. Cette grand-mère à laquelle Miguel tient beaucoup, et il y a beaucoup de gens qui après le film, quand on en a parlé entre nous, m'ont dit « Ce film m'a fait prendre conscience que peut-être que je m'intéressais pas assez à ce que vivait ma grand-mère, que peut-être que je prenais pas assez de ses nouvelles, que j'étais pas assez attentionné, que j'avais tendance à l'oublier. » C'est quelque chose qui peut résonner dans la tête de beaucoup de gens, et je pense que c'est aussi pour ça, par exemple, que Bambi fait pleurer autant d'enfants. Parce qu'au final, qu'est-ce qui se passe dans Bambi ? La mère de Bambi meurt, et je pense qu'il y a beaucoup d'enfants qui se disent « Bambi n'a plus de maman, et si moi ça m'arrivait, et si moi j'avais plus de maman ?» Et c'est pareil pour le Roi Lion, Simba il a plus de papa. Qu'est-ce qui m'arriverait moi si j'avais plus de papa ? Qu'est-ce que je ferais ? Tout ça pour dire que oui, il faut pleurer au cinéma. Pleurer au cinéma, c'est bien. Pleurer au cinéma, c'est montrer qu'on est sensible au film, qu'on a apprécié le film, que le film est réussi. Et ça permet aussi d'extérioriser toutes ces angoisses, toutes ces choses, cette peur de perdre nos parents, nos grands-mères, tout ça. Tout ça, ça permet de le libérer. Et c'est en ça que le cinéma est magique. Parce qu'il est vecteur d'émotions. Des émotions qu'on peut partager après. Je viens de vous dire que Coco, ça m'avait fait partager avec d'autres personnes de mon âge le fait qu'on a peur de voir nos grands-parents partir. Et moi, ça m'a d'autant plus touché que une de mes grand-mères a disparu il n'y a pas si longtemps. Donc oui, forcément, le cinéma est magique pour ça. Je vois pas pourquoi on devrait les réfréner, pourquoi on devrait se priver d'extérioriser tout le bien ou tout le mal que nous fait un film. Putain! Voilà, ça fait un moment que je voulais vous le dire, et maintenant j'aimerais qu'on parle de quelques coups de pleurs personnels. Alors je vais ici me contenter de parler de cinéma, donc je ne vous parlerai pas
même si j'en ai très envie, de l'épisode 25 de Fullmetal Alchemist, qui contient décidément une des scènes qui me fait le plus pleurer de toute l'histoire de l'humanité. Non, aujourd'hui on va se concentrer sur le cinéma, sinon on y est encore demain. Donc voilà, en vrac, 6 moments mouchoirs, donc préparez vos commentaires acerbes et moqueurs. Je me livre à vous et je vous explique qu'est-ce qui me fait pleurer au cinéma. Alors d'abord un petit vrac, parce qu'il y a énormément de choses qui ne mériteraient pas forcément que je m'attarde des plombes dessus, mais qui sont quand même un petit peu intéressantes à évoquer. Par exemple, je pleure devant la fin de The Walk. The Walk est pas spécialement un film émouvant, c'est un très bon film de Zemeckis, que je vous conseille encore une fois, et que je vous conseille en 3D, qui raconte l'histoire d'un funambule qui a traversé les 2 tours du World Trade Center juste avant qu'elle soit inaugurée. En soi, l'histoire est pas émouvante, le fait qu'il y arrive évidemment est émouvant, mais pas de quoi vous tirer les larmes. Ce qui m'a tiré les larmes, c'est la toute fin. And you know this pass I was given? Well, these passes, they have a date on them. A date when they expire, but on my pass, Mr. Tozzoli, he crossed out the date. And he wrote on it, forever. Là, on est à la fois dans de l'émotion face à l'art, parce que la manière de montrer, d'évoquer ce sujet est, je trouve, très belle, mais évidemment, on a aussi une petite émotion en souvenir de l'événement même, on va dire, et c'est d'autant plus fort que ça arrive à m'émeuvoir que je ne suis pas américain et que, théoriquement, ça devrait pas me toucher plus que ça. Pourtant, il y arrive. Il est fort. Ça, c'est Zemeckis. Alors évidemment, il y a des fins de films qui tirent les larmes de manière assez universelle. La fin du Tombeau des Lucioles, qui est majoritairement reconnue comme un film qui fera pleurer tout le monde. Il y a la fin de la liste de Schindler aussi, qui pareil, va émouvoir dans les chaumières. La fin de Requiem for a Dream aussi, qui a touché énormément de gens. La fin du Roi et l'Oiseau aussi, moins universelle, mais qui a quand même son petit effet sur pas mal de gens. La fin de certains films catastrophes qui sont beaucoup dans l'émotion et où enfin les personnages se retrouvent, et le plus réussi en la matière c'est The Impossible évidemment. Mais moi, une fin qui m'a énormément touché, c'est la fin de Mélancolia. Et c'est d'autant plus fort qu'elle est incroyablement malheureuse, cette fin. Mélancolia, je vais pas vous mentir, j'endure les 2 premiers tiers pour pouvoir surkiffer le 3e. C'est loin d'être mon film préféré de Lars von Trier, Mélancolia, mais cette fin est tellement forte à tous les niveaux, et artistiquement, émotionnellement, tout y est, et elle file des frissons, cette fin. Pour moi, c'est une des meilleures fins de l'histoire du cinéma. Bon, en numéro 6, je mettrai un traumatisme personnel qui, je pense, ne touchera pas grand monde. C'est Pokémon le film et, par ricochet, Pokémon le film Pikachu, je te choisis. La mort de Sacha. Je sais pas pourquoi elle me touche autant, cette mort. Pourtant, j'ai beau savoir que c'est du fake, j'ai beau savoir que c'est ridiculement souligné par la musique américaine, j'ai beau trouver ça absurdement débile, d'autant plus que je sais qu'il va revenir à la vie, j'ai beau savoir que c'est au beau milieu d'un film que je trouve très mauvais, surtout le premier, eh ben, ça m'émeut. Non, pas ça. Est-ce que c'est juste parce que Pikachu pleure ? C'est possible, parce que le 20e film m'a fait la même chose, donc
peut-être que c'est simplement le fait de voir un pauvre petit Pikachu, qui est quand même un des personnages les plus sympathiques de toute la licence. Le fait de le voir pleurer, peut-être qu'il suffit de ça pour m'émouvoir, je sais pas. Après, on va pas se mentir, hein, les éléments sont réunis pour que ça marche. Je veux dire, la musique US du premier film, aussi éloignée de la musique d'origine soit-elle, souligne très très bien l'intensité du moment. Et pour le 20e film, c'est pareil, il y a ce côté tragique dans cette histoire. En 5e, je vais mettre Gravity. Et là, je sais déjà que je perds la moitié du public parce que j'ai redécouvert encore récemment sur Twitter que Gravity ne faisait pas l'unanimité. Vraiment, ça me dépasse qu'il y ait des gens qui pensent que Gravity est un survival bébête dans l'espace sans aucune intensité. Quoi ? Bon, bref, vous avez des goûts de chiottes, soit, hein, on n'y peut rien. N'hésitez pas à m'insulter en commentaire. Évidemment, je trouve tout Gravity incroyable, mais la fin est hallucinante. Parce que elle y arrive. Elle arrive à rentrer chez elle. Et pourtant, c'était pas gagné. Jusqu'à la toute fin, quand enfin sa capsule atterrit, toi t'es en mode yes. Ah non, merde, elle va se noyer. Et non. Et quand petit à petit, de quatre pattes, elle arrive à finalement se lever avec la putain de musique de Steven Price derrière. Parce que cette musique, on va pas se mentir, elle fait tout. Sans cette musique, il y aurait pas autant d'émotions. Mais putain, cette musique-là, on est devant l'exemple typique de la musique qui transcende la scène. Il y a plein de scènes d'arrivée, plein de scènes de retrouvailles qui me font pleurer, hein, Fievel, The Impossible. Mais Gravity, il y a ce retour viscéral de ce personnage qui a été, au final, le seul personnage qu'on a suivi durant tout le film. Et on... Il y a eu tellement de choses qui nous a rattachés à ce personnage, et quand enfin elle y arrive... Ah putain, moi ça me fait toujours quelque chose. En 4e place, je vous parlerai du conte de la princesse Kaguya. Alors évidemment, il y a plein de Ghibli qui me font un effet monstre, mais le conte de la princesse Kaguya, il est très 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 fort. Il y a plusieurs scènes qui transcendent, qui respirent le magnifique et qui sont pour moi parmi les plus belles scènes du studio Ghibli. Évidemment la fin, hein, à savoir le départ de la princesse Kaguya pour la lune, mais il y a aussi cette scène absolument incroyable où Kaguya explique à ses parents adoptifs qui elle est, d'où elle vient, et pourquoi elle va devoir partir, disparaître. Et il y a le speech du père. Le speech du père qui dit non, je refuse, qui fond en larmes, qui dit non, c'est pas possible, c'est pas vrai, on va tout faire pour les en empêcher. Cette scène me touche énormément parce qu'on ressent toute la détresse du père qui va voir partir un de ses proches et qui a l'impression d'être impuissant et qui aimerait remuer ciel et terre, mais qui sait que ça ne mènera à rien. Et ça se ressent qu'il le sait. Et là, je fais une petite parenthèse parce que je peux pas m'en empêcher pour vous dire que j'ai vu le film en version française et que Achille Orsoni, qui interprète le père, est incroyable de justesse. Il m'a ému aux larmes. Non, il est pas trop tard, rien n'est fini. Rien n'est fini. Tu es là, t'es toujours là. Je peux encore te prendre dans mes bras. Je peux te serrer contre mon cœur. Je les chasserai tous autant qu'ils sont. Aussi nombreux soient-ils, je ne laisserai pas t'arracher à nous. Y a quelqu'un qu'on se prépare à protéger notre princesse. Ce passage de Kaguya, c'est
une profonde détresse, et c'est une détresse qui me touche. Voilà. Avant de vous parler des 3 premiers, j'aimerais faire un petit hors-sujet pour parler d'un passage qui est lié au cinéma, qui n'est pas à proprement parler un extrait de film, mais qui est très touchant dans l'histoire du monde du cinéma. C'est un extrait d'une cérémonie des Césars. Évidemment, la cérémonie des Césars, c'est toujours des instants émotion, où les nommés, les nominés sont très émus, pleurent, remercient des proches, effectivement, et il n'y a pas toujours de quoi être empathique. Certes, on est content qu'ils soient émus, mais ça va pas forcément nous toucher. Ben, il y en a une qui touchera n'importe qui. C'est Annie Girardot. Le César est attribué à Annie Girardot dans Les Misérables. C'était en 1996. Annie Girardot ressortait d'une longue traversée du désert. Elle n'avait pas eu de vrai rôle depuis un bon moment. Elle n'avait pas été prise au sérieux depuis un bon moment. Pas de succès public, pas de succès critique. C'était une longue période de solitude pour elle. Les projets annexes qu'elle a montés ont pour la plupart échoué. Et elle reçoit l'Oscar, enfin le César de la meilleure actrice dans un second rôle. Et je vous défie de rester insensible face à son discours. Le bonheur me fait vaciller. Ça fait tellement longtemps. Je ne sais pas si j'ai manqué au cinéma français, mais... à moi, le cinéma français a manqué. Follement. Éperdument. Douloureusement. Excusez-moi. Et... votre témoignage, votre amour me font penser que peut-être... je le dis bien peut-être... je ne suis pas encore tout à fait morte. Alors évidemment, là on est en plein dans l'empathie. On assiste à la fois à un soulagement de quelqu'un qui respire. Quelqu'un qui obtient enfin une reconnaissance, qui obtient des preuves d'amour. Mais c'est aussi se rendre compte, je pense que c'est aussi pour ça que ça me touche, et que ça doit toucher certains autres d'entre vous, c'est aussi parce que on se rend compte qu'une personne dont on ne savait finalement pas assez a souffert sans que ça nous intéresse. Je pense que c'est pour ça aussi que je suis touché par ce discours. Mon numéro 3, c'est le géant de fer. La fin du géant de fer. Et là, ceux qui ont vu le géant de fer, je pense, je peux me tromper, mais ceux qui ont vu le géant de fer ne me contrediront pas. Alors des personnages qui se sacrifient pour le bien commun, c'est pas rare, c'est même assez fréquent au cinéma. Mais là, le géant de fer a une saveur toute particulière pour plusieurs raisons. D'abord, parce que on est face à une menace extrêmement terre-à-terre. Quand un alien venu d'un autre monde nous explique que on va tous mourir parce que la Terre va être annihilée par le grand magma ou le trou noir, ben quelque part ça nous en touche une sans faire bouger l'autre. Parce que tout cela ne nous paraît pas bien sérieux. Là, dans le géant de fer, on est face à une menace nucléaire déclenchée par un militaire trop zélé, quelqu'un d'impulsif. On est face à une situation où il n'y a plus rien à faire, où les gens sont résignés. On n'est pas face à un « il nous reste une lueur d'espoir, on va faire ci, on va faire ça ». Les gens sont résignés à mourir. Ils le savent. Et dans l'eau, il y a des enfants, des mères de famille, des grands-pères, des militaires. Ils sont tous en mode, bon, bah, il n'y a plus rien à faire. Et d'autre part, le géant, c'est un personnage marginal. C'est quelqu'un qui a mis très longtemps à être accepté par ses concitoyens américains.
C'est quelqu'un qui a toujours été perçu comme anormal, comme dangereux, comme une arme, ce qu'il était. Mais il a prouvé qu'on pouvait pas faire ça. C'est aussi tout le message du film. Tu es celui que tu choisis de devenir. Et c'est uniquement au moment où il était accepté par les gens, au moment où il avait trouvé sa place, qu'il la quitte. Oh no. It's a missile. When it comes down, everyone will die. There it is! Shouldn't we get to a shelter? It wouldn't matter. Fits. Giant? Luca, you stay. I go. No following. I love you. Je pense très sincèrement que pour moi, ces adieux-là sont les adieux les plus déchirants que j'ai pu voir. En deuxième place, je mets le tout récent Quelques minutes après minuit, qui était mon film préféré de 2017, aussi pour cette raison-là. Alors là, pour le coup, comme c'est un film récent, je vous demande vraiment, si vous ne l'avez pas vu, de quitter cette vidéo, même si, on va pas se mentir, on devine très très vite où est-ce que le film veut aller, où est-ce que le film nous emmène. Je préfère que vous le découvriez par vous-même. C'est normal. J'ai revu le film pour tourner ce vlog. Je me suis posé la question, avant de le mettre aussi haut dans le classement, je me suis dit, est-ce qu'il me fait toujours autant pleurer quelques minutes après minuit ? Quelques minutes après minuit, c'est l'histoire d'un garçon, Connor O'Malley, et comme le dit la voix off, il est trop jeune pour être un adulte, mais trop vieux pour être un vrai enfant, et dont la mère est très malade. Assez vite, on comprend où est-ce que le film veut nous emmener. Assez vite, on comprend de quoi va parler le film en soi. Ou plutôt, on croit le comprendre. Parce qu'évidemment, le film parle de l'acceptation du départ d'un proche, de l'acceptation de la mort d'un proche, de ce genre de choses, de la fatalité, mais c'est aussi un film qui parle de la culpabilité et du courage. Et c'est un film qui fait très fort parce que, comme je l'ai dit, on croit savoir où est-ce qu'il nous emmène, et c'est seulement à la toute fin qu'on craque. En fait, plusieurs fois dans le déroulé du film, j'ai vu des scènes où je me disais « Ah, c'est là que tu veux que je pleure ? Eh ben je pleurerai pas. Ah, c'est là que tu veux que je pleure ? Je pleurerai pas. Ah, c'est là que tu veux que je pleure, je pleurerai pas. Et c'est uniquement à la toute fin, lors de l'étreinte finale, que ça éclate. Parce que c'est à ce moment précis que le message devient hyper clair. C'est-à-dire que avant cette étreinte finale, le film a plusieurs messages, comme je l'ai dit, la culpabilité, l'acceptation, etc. Et aussi différentes thématiques, comme l'imagination comme rempart face à la cruauté du monde réel, l'aide de l'imagination aussi pour surpasser des épreuves, mais enfin bref, ça parle aussi d'imagination. Mais tout ça est un peu entremêlé. Et c'est uniquement lors de l'étreinte finale que tout devient super clair. Quelques minutes après minuit, c'est vraiment un très très beau film, je vous le recommande, à tous les niveaux. Vous pouvez foncer dessus, c'est un très très beau film. Mais du coup, après vous avoir dit ça, vous vous demandez peut-être, mais qui peut donc être premier dans cette histoire ? Eh ben en premier, j'ai mis les studios Pixar, depuis 2010,
Un film sur deux. Je ne sais pas comment ils font. Je sais pas s'ils ont trouvé la formule magique, mais ils arrivent à me faire pleurer dans un film sur deux, sans que ce soit tire-larme, sans que ce soit putassier, sans que ça sente l'artificialité, et avec toujours beaucoup de sincérité. Ils sont très forts. Si je devais en choisir 4, je mettrais évidemment Là-haut. Là-haut qui nous a tous surpris, parce que Là-haut, c'est le film qui te fait pleurer dès l'intro. Et ça, c'est quand même très très fort. Est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de films qui te font pleurer dès l'intro ? Cette intro qui donc raconte la vie d'un couple jusqu'à ce qu'il y en ait un des deux qui meurt. Et évidemment, bon ça touche tout le monde d'abord parce que c'est l'histoire d'une vie, et que la vie, a priori, c'est un concept qui touche pas mal de vivants. Peut-être même tous. Mais au-delà de ça, c'est quelque chose qui peut vous toucher aussi si vous avez un membre de votre famille qui a disparu, même pas forcément un de vos grands-parents. C'est apprendre à vivre sans l'autre. Et c'est très très fort ce qu'ils ont réussi à faire sur l'intro de Là-haut. Bon, alors évidemment, je mets aussi Coco, même si, comme je l'ai dit dans la vidéo de l'année, j'ai assez vite vu les ficelles narratives et j'ai assez vite compris où est-ce que j'allais potentiellement pleurer. Ce qui m'a pas empêché de pleurer, mais tout ça a été un petit peu convenu, si j'ose dire. Ensuite, il y a Vice Versa, évidemment. Vice Versa, voilà, j'en ai parlé l'année de sa sortie, mais ce film m'a pris de manière incroyable. D'abord à cause de la mort de Bing Bong, évidemment. Mais au-delà de la mort de Bing Bong, c'est surtout la scène finale, en fait, qui m'émeut dans Vice Versa. Ce moment où Riley se confie à ses parents. Alors bien sûr, on peut être touché par le fait que Riley soit bouleversé par son déménagement. Pour peu qu'on ait vécu soi-même un déménagement, peut-être que ça peut nous toucher, mais au-delà de ça, moi je crois que ce qui me touche beaucoup dans cette scène, c'est ce moment où on se confie, où on donne à des personnes de confiance ce qu'on a sur le cœur. Et ça, c'est un moment qu'on a, je pense, tous vécu. Et ce moment où on craque face à des personnes avec qui on sent qu'on peut craquer. Et c'est ce qui fait de cette scène, pour moi, une scène très touchante. I know you don't want me to, but I miss home. I miss Minnesota. Mais tout ça n'est rien face à ce qui est pour moi le film le plus émouvant de Pixar. Toy Story 3. Toy Story 3, c'est affreux. C'est affreux. Il y a 2 passages dans Toy Story 3 qui sont incroyables. D'abord, il y a la scène du brasier. À un moment, Woody et toute sa bande tombent dans un incinérateur à ordures. Ils ont fait ce qu'ils ont pu, mais ils se retrouvent dedans. Et Woody essaye d'escalader la montagne d'ordures pour sortir, mais il n'y arrive pas, il réessaye encore et encore, et puis à un moment il se retourne, et il voit que tous les autres jouets ont fait un cercle, et sont réunis et tendent leurs mains à Woody parce que ils acceptent ce qui leur arrive, ils acceptent leur sort. Jamais les personnages de Pixar n'ont été dans cette situation-là. Là, on est devant une scène véritablement morbide, véritablement lugubre, mais tellement bouleversante parce qu'on est devant une situation où on se dit « Putain, ils peuvent perdre !» Jamais j'ai vécu ça devant un Pixar. Parce que même si Pixar a toujours déployé d'inventivité pour me surprendre, et souvent avec succès, il n'empêche qu'on était face à un récit assez bien structuré et qui ne pouvait que bien se finir. Et là, l'espace d'un instant, on doute avec cette scène. Parce que les personnages sont résignés. Et jamais on a vu un personnage de Pixar aussi résigné. Et c'est ce qui rend cette scène incroyable. Alors évidemment, il y a un Deus Ex Machina. Évidemment, ils vont finir par s'en sortir. Mais pendant un instant, on est avec eux dans ce brasier, dans cette fournaise, et on les voit baisser les bras. Et ça, c'est fort. Et puis, il y a la scène finale. La scène finale de Toy Story 3, elle réunit tout ce que j'ai pu dire avant. C'est-à-dire que, à la fois, on a de l'empathie pour les personnages. Andy dit adieu à ses jouets,
C'est Jouet avec qui il joue depuis 3 films, quand même. Ce début d'un nouveau cycle aussi, puisqu'il les confie à une petite fille qui va jouer avec. Ce moment où Andy recommence à jouer avec ses vieux jouets l'espace d'un instant, avec cette petite fille. Ce moment de complicité. Et en plus de ça, il y a cette fin, ce plan final où on revient, on s'attarde dans le ciel. Et ces nuages qui, évidemment, nous rappellent les nuages de la chambre d'Andy. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous l'avez pas trouvé trop ouin-ouin. J'avais envie de faire une vidéo comme ça parce que je pense que c'est important aujourd'hui dans l'époque à laquelle on vit de parler un peu de ça et de décomplexer l'émotion. Je veux plus qu'aujourd'hui l'émotion soit perçue comme un signe de faiblesse. Je pense que ça y est, là, on a grandi, on en a fini avec cette idée-là. Je vous invite d'ailleurs à nous dire dans les commentaires quel passage de quel film vous a ému. Je pense qu'on va tomber sur des choses qui ont ému tout le monde, le tombeau des Lucioles, etc. La liste de Schindler, la ligne verte, même si moi j'y ai pas été sensible, je sais que beaucoup l'ont été. Mais n'hésitez pas aussi à livrer des choses personnelles, des films qui vous ont particulièrement ému vous, et peut-être que vous trouverez dans les commentaires des gens qui eux aussi ont été émus. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu de manière générale. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker la page, etc. Puis je vous dis à très bientôt pour reparler, je pense, de cinéma. Peut-être reparler de Coco aussi. À la prochaine! His steely skin is covered by centuries of dust. Once he was a great one, now he's dull and rust. And honestly he's trying. Can you feel the pain of the sad robot? And it's driving him insane.